Bonjour, bienvenue en cette journée mondiale de la philosophie UNESCO que nous organisons pour une 3e année consécutive en collaboration avec la chaire de philosophie UNESCO de l'UQAM. Cette année, on souligne un grand penseur, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Comme vous l'entendez, c'est un philosophe allemand et on fête cette année son 250e anniversaire. C'est à lui qu'on va consacrer nos réflexions aujourd'hui. Hegel, comme je vous le disais, c'est un grand penseur allemand qui a eu des répercussions énormes au 19e siècle. En tout cas, qui a été, pas témoin, parce qu'il n'était plus là, mais qui a pu jouir d'une grande réception à travers le monde, dont ici chez nous, au Québec. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui avec 2 chercheurs invités, fantastiques, qui vont nous parler de Hegel. Le premier, je vous le présente brièvement, c'est Kavev Boveri de l'Université de l'UQAM, représentant cette année de la chaire UNESCO. OK, moi je suis Kavev Boveri, chercheur postdoctoral à la chaire UNESCO d'études de fondements de philosophie et de justice et de la société démocratique à l'UQAM. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais comme recherche, toi, Kavev? OK. Ma recherche se concentre sur la relation entre Hegel et Marx. Dans ma thèse de doctorat, j'ai soutenu la thèse qui présente une lecture cohérente de la méthodologie marxienne à la base de la conception de totalité. Et j'ai montré comment Marx est similaire et différent de Hegel. Parce qu'on a beaucoup associé dans l'histoire de la réception de Hegel au Québec, on l'a beaucoup associé à Marx. D'ailleurs, je vous présente notre historien-chercheur, Julien Vallière, qui est affilié à l'Université de McGill et de l'UQAM. Bonjour, Julien. En direct de l'Italie, je vous le souligne. En direct d'un village dans le Val Camonica, au nord de l'Italie. Alors, je suis membre de l'Institut des sciences cognitives de l'UQAM et je collabore avec des chercheurs au laboratoire d'analyse cognitive de l'information où je m'intéresse à la diffusion, la réception et la diffusion des philosophies au Québec. Bon. Je remercie Kavé et Marc, la chaire ainsi que le Cégep pour avoir l'occasion de parler aujourd'hui avec vous. Salut Julien. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de vous faire la lecture de quelques citations, des citations qui sont tirées d'essais, d'études, de conférences, qui ont été prononcées aussi par des Québécois ici, et qui témoignent de la réception de Hegel au Québec. Je vous cite un extrait de l'apologétique chrétienne de saint Thomas d'Aquin, une conférence qui a été prononcée à l'Université Laval en 1888 par Louis-Adolphe Paquet. Par idéalisme, j'entends tout système philosophique tendant à soustraire l'esprit aux réalités qui en sont l'objet, pour le rendre le jouet facile de ses conceptions et de ses chimères. Il nous parle de Hegel, là. C'est cette école comprend le transcendantalisme de Hegel. C'est la franche et brutale expression du panthéisme allemand. Par une aberration vraiment inconcevable, ce pseudo-philosophe n'hésite pas à identifier toute chose, l'ordre idéal et l'ordre réel, le sujet connaissant et l'objet connu, le bien, le mal, l'être et le néant. Tout, selon lui, procède par voie d'évolution d'un même principe indéterminé, l'idée de l'être, lequel, en se développant, donne naissance à une double manifestation, la nature et la pensée. Julien, je te donne la parole.
Oui, ben, on vient d'entendre Louis-Adolphe Paquette, qui est un personnage assez important de l'histoire de l'enseignement, l'histoire ecclésiastique, mais surtout l'histoire universitaire québécoise, qui, au moment où il tient ses propos, est tout juste de retour de Rome, où il a fait un doctorat en théologie. Il va d'ailleurs publier en droit canonique, en fait, plus précisément, et il l'a fait devant le pape lui-même, qui est Léon XIII à l'époque, qui est l'auteur d'une encyclique qui tentait de répondre, pas seulement, mais en partie, aux philosophes modernes, c'est-à-dire à l'époque, à l'hégélianisme. Alors, une peinture sommaire de l'histoire de la philosophie au Québec, avant les années 60, disons, dessine le portrait d'une vie philosophique qui serait dominée par la philosophie de Thomas d'Aquin. Privilégiée par l'Église, cette domination du thomisme supposé sans partage dans l'enseignement y aurait empêché l'étude d'autres philosophies. Si bien que lorsque l'on considère la réception d'un philosophe, par exemple Hegel au Québec, on reste sur l'impression que l'œuvre du philosophe allemand, malgré le statut qu'elle acquiert, est peu ou pas discutée jusqu'à ce qu'adviennent des bouleversements dans l'enseignement de la philosophie au cours des années 60. Les ouvrages de référence, qui sont assez peu en histoire de la philosophie, pour ce qui est du Québec, semblent donner raison, à tout le moins, au canevas historiographique qui veut que les directives papales aient eu toute puissance de limiter strictement l'horizon de la pensée. Depuis la promulgation de l'encyclique Aeterni Patris, qui proclame une philosophie officielle de l'Église en 1879, la philosophie de celui qu'on appelait le docteur angélique, Thomas d'Aquin, jusqu'à l'abandon de la doctrine thomiste à l'issue du Concile Vatican II en 1960. Selon cette histoire, un thomisme de manuel de type doctrinal, bien que se renouvelant périodiquement, se serait imposé sans partage dans les différentes institutions d'enseignement, jusqu'à ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Cela peut être dû, comme le remarquait Yvan Lamonde, historien important des idées au Québec, au fait que cette historiographie philosophique a été inaugurée par Louis-Adolphe Paquette lui-même, c'est-à-dire donc par un des principaux acteurs de l'enseignement. En effet, cette figure importante du clergé, docteur en droit canonique, comme je l'ai dit, de l'Université pontificale de la propagande, rien de moins, aujourd'hui, qu'on appelle l'Université Urbania, et poursuivant le travail de restauration de ces maîtres romains, qui adhéraient à une conception de la philosophie comme matière auxiliaire de la théologie, avait promu le thomisme dans l'enseignement de la philosophie à l'Université Laval, qui est l'Université de la Ville de Québec. Lorsque Paquet fit l'histoire de la discipline philosophique au Québec, on ne doit pas se surprendre qu'il fit l'histoire avant tout de l'enseignement de celle-ci, et une histoire teintée par la volonté doctrinale qui sous-tendit durant toute sa vie son apostolat intellectuel. Force est de constater que les historiens qui lui ont succédé, religieux puis laïcs, ont repris, en le critiquant peut-être trop peu, le portrait tracé par le prélat. Ce portrait, moins clair qu'obscur, pose naturellement problème. Et si, lorsque l'on tente d'apprécier la place d'un philosophe ou d'un système de pensée, on fait presque aussitôt face à une impasse qui nous empêche de voir au-delà des structures d'enseignement. Seul à avoir été, en somme, et encore trop en surface étudié. Ce problème est particulièrement manifeste quand vient le temps d'évaluer la place qu'a occupée réellement au Québec un philosophe moderne tel que Hegel. Se fondant sur le monde et faisant sienne, en somme, une idée de Paquette, dans un article portant sur le rapport entre religion et philosophie au Québec et au Canada anglais, Leslie Armour affirme que l'hégélianisme ne pouvait même pas être reçu dans la province en raison d'une incompatibilité profonde avec le peuple canadien-français. La philosophie thomiste y aurait joui d'une position hégémonique, c'est-à-dire qu'elle aurait dominé sans partage, car elle s'inscrivait dans la rationalité de l'Église catholique, seule institution qui aurait survécu, selon ce début des choses, à la conquête. Elle correspondait alors davantage aux valeurs communautaires
d'une société qu'on voulait traditionnelle, opposée à un gouvernement colonial britannique qui, lui, était réputé conciliant avec les idées modernes et individualistes. De ce point de vue, qu'on pourrait qualifier de sociologique, la philosophie de Hegel aurait été proprement irrecevable. Merci, Julien. En tout cas, on peut dire que la pensée de Hegel a reçu un accueil assez froid au Québec au départ. Je vous rappelle d'ailleurs que, ça a peut-être un rôle à jouer, que Hegel était protestant. D'ailleurs, on va l'entendre un peu, Hegel. Je vais vous présenter là un extrait du principe de la philosophie du droit, dans lequel Hegel fait la différence entre la religion et la vie éthique. C'est dans cette non-vérité que le contenu est appelé quelque chose de saint. Mais du fait que l'Esprit divin s'introduit dans la réalité, du fait que celle-ci se libère pour le recevoir, ce qui dans le monde doit être sainteté est remplacé par la vie éthique. C'est ainsi qu'au lieu de vœux de chasteté est reconnu comme effectivement éthique le mariage, et par suite, comme ce qu'il y a de plus élevé dans cette sphère de la vie humaine, la famille. Au lieu de vœux de pauvreté, auquel correspond le mérite de donner son bien aux pauvres, c'est-à-dire de les enrichir, ce qui implique contradiction, ce qui est reconnu comme ayant une valeur est l'activité qui procure un gain personnel à l'intelligence et au travail, la loyauté dans l'usage et dans l'échange des biens. En un mot, ce qui constitue la vie éthique au sein de la société civile. Au lieu du vœu d'obéissance, est reconnue la valeur de l'obéissance aux lois et aux institutions de l'État. Cette obéissance étant la véritable liberté, parce que l'État est la raison elle-même qui devient effective, la vie éthique dans l'État. Je te laisse la parole, Québec. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Julien. J'aimerais tout d'abord remercier notre hôte, Cégep Edouard Montpetit, et les techniciens qui actuellement travaillent fortement pour actualiser, pour utiliser un terme hegelien, notre projet, et particulièrement notre cher collègue, professeur Marc Lamontagne, pour cette invitation. J'aimerais aussi remercier la chaire UNESCO d'études de fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique de l'Université Québec à Montréal, et particulièrement professeur Josien Ayoub-Boulard, le titulaire de la chaire, et aussi professeur Yves Couture, le co-titulaire de la chaire, pour me donner cette occasion. Et je dois souligner que depuis la création de la Journée mondiale de la philosophie en 2005, la chaire a tenu à la souligner par des colloques ou des tables rondes, ce soutien à sa base dans l'idée que la philosophie est la conscience du monde. Je dois présenter un peu la chaire où je viens, je suis chercheur à la chaire, assumant le rôle de pôle d'excellence de recherche concernant l'axe nord-sud. La chaire travaille au sein d'un réseau UNITWIN, de chaires UNESCO en France, en Turquie, en Tunisie, en Russie, avec la communauté philosophique de l'Afrique et de l'Europe. Au Canada, la chaire collabore avec 2 chaires de recherche, plusieurs centres universitaires et avec des ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques convergents. La chaire a reçu depuis 1999, date de sa création, une quarantaine de stagiaires postdoctoraux issus de 4 continents. Pour commémorer cette année de 250e anniversaire de Hegel, la chaire voulait avoir une conférence, mais au lieu de ça, nous allons publier un collectif qui sera
publié, je pense, en mai 2021. Dans l'histoire de la philosophie, nous témoignons quelques maximes qui sont répétées et commentées encore et encore. Chez Socrate, par exemple, nous avons « une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Chez Descartes, « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Un autre exemple est « l'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre. Ces maximes sont sans doute commentées et discutées par les philosophes professionnels encore et encore. Cependant, elles vont au-delà des cercles des spécialistes de ce domaine. Elles gagnent un grand retentissement. Elles dépassent le cadre de la philosophie officielle et s'établissent dans le langage courant et la culture populaire des siècles et des siècles. Elle devient ainsi le miroir de compréhension dominante dans la culture générale de la pensée de ces philosophes. Aujourd'hui, nous parlons d'une de ces maximes. Mais avant de discuter de cette maxime, je veux vous donner un exemple concret basé sur mon expérience personnelle. Je vous invite à garder cet exemple à l'esprit. Avant la fin de cette présentation, nous retournerons à cet exemple et nous allons voir comment notre lecture de cette maxime apparemment très abstraite peut nous aider, une fois que nous constituons le problème et montrons d'où elle s'émerge, à mieux comprendre même une telle situation ordinaire et quotidienne. Je dois vous dire que Hegel est célèbre parce qu'il ne donne pas beaucoup d'exemples ni les anecdotes. Voici mon exemple. Le 1er novembre 2014, je suis allé à la bibliothèque pour commencer ma rédaction. Juste à l'entrée de la bibliothèque, par accident, mon ordinateur est tombé et brisé, et il ne fonctionnait plus. Avec cet exemple à l'esprit, nous parlons de cette maxime. Peut-être c'est mieux si je contextualise un peu ce maxime. Comme vous savez, l'écrivain de cette phrase, le vrai est le tout. Ça, c'est la maxime qu'il y avait. Oui, le exact. vrai est le tout. Oui. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, comme Marc a dit, il est né le 27 avril 1770 à Stuttgart. Il est mort le 14 novembre 1831 à Berlin. Donc, la fête de la Journée mondiale de la philosophie, comme Marc a dit aussi, en 2014, coïncide avec le 250e anniversaire de Hegel. Concernant son importance, je me limite à 2 points. Un penseur qui est considéré le penseur du 2e millénium, notamment Karl Marx, reconnaît Hegel comme son maître. Deuxièmement, Hegel est considéré généralement le premier, mais aussi le dernier philosophe de l'histoire de la philosophie qui a réussi à intégrer les thèmes majeurs de l'histoire de la philosophie dans sa position unique. Hegel écrit cette phrase dans la préface de son livre « La phénoménologie de l'esprit ». Ce livre, publié la première fois en 1807, est considéré par quelques interprètes de Hegel comme un roman philosophique. Avec la science de la logique, il est un des 2 seuls livres majeurs écrits par Hegel et publiés pendant sa vie. Ces 2 livres sont aussi considérés comme ses livres les plus importants. La phénoménologie de l'esprit est parfois considérée comme un livre préparatoire pour mieux comprendre la science de la logique publiée entre 1812 et 1816. Avant de commencer notre élaboration de cette phrase, je dois dire que cette idée présentée dans ce livre est considérée d'être valide dans sa pensée en général. Si c'est le cas, nous aussi, nous devons mettre cette phrase dans les œuvres de Hegel en général. Je vous lis une citation de Leslie Armour, qui est tirée de la revue philosophique Religion et philosophie au Québec et au Canada anglais de 1982. Il nous parle, Julien va nous en parler tout de suite après davantage de la période dont il est question. Hein? Mais je vous lis déjà la citation.
l'hégélianisme était associé à deux éléments inacceptables au Québec. Je pense que Julien en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. D'abord, Hegel était protestant. De plus, il pensait que la philosophie pouvait remplacer la religion. On l'a entendu un peu tout à l'heure dans la citation de Hegel. Ensuite, il défendait une théorie de l'histoire selon laquelle le progrès était inévitable. Au Québec, on pensait que l'histoire de la province était différente de celle des autres. Le Québec n'était pas comme les autres. Et par conséquent, son histoire se distinguait de celle des autres, et même de celle de Hegel. À ce sujet, tous les Québécois, a dit Armour, étaient unanimes. Julien. En ce qui nous concerne, l'erreur de l'historien serait d'interpréter la réception de Hegel inévitablement sous le signe de l'interdit ou de la réprobation, ou d'une réception unanime supposée, dans une communauté de clercs gagnés à l'orthodoxie. Suivant cet ordre d'idées, la faible réception d'Hegel s'expliquerait par le fait que la philosophie hegelienne est tout simplement incompatible, comme le dit Armour, avec les principes constitutifs de la doctrine officielle adoptée par l'Église catholique qui se reflèterait dans la psyché québécoise. Qu'en est-il en vérité? Plutôt que de s'attacher à la lecture de textes de nature programmatique, tels que la conférence de Louis-Adolphe Paquette, énoncé d'intention et jugement ex cathedra, appelés à devenir des éléments de discours parmi d'autres, en somme, auront les manuels scolaires et les annuaires universitaires susceptibles de refléter la présence de l'hégélianisme dans les corpus étudiés dans les établissements québécois d'enseignement. Cette démarche, est-il permis de croire, permettra d'indiquer de nouvelles avenues à la recherche sur l'histoire de la philosophie au Québec. Les manuels d'enseignement de la philosophie au Québec reflètent les multiples évolutions que subit l'Église catholique suite à la condamnation du système monésien par l'encyclique du pape Grégoire XVI en 1834. Et dans la foulée des polémiques que cette condamnation suscita, l'enseignement de la philosophie, se politisant, de tendance éclectique qu'il était, devint davantage doctrinaire au Bas-Canada. Un retour à la philosophie de Thomas d'Aquin, souhaité par Isaac Desaulniers dès 1840, allait se manifester dans l'appel à l'adoption pour les collèges du manuel de Salvador Tungiorgi, remplaçant celui de Jean-Baptiste Bouvier en 1866 et remplacé à son tour par le manuel de Thomas-Marie Zigliara, on voit que c'est les Italiens, choisi par le Congrès des études en 1880. Dès 1809, ce sera le manuel de Stanislas Lortie, qui était condisciple à Rome de Paquet et professeur de l'Université Laval lui aussi, qui sera adopté officiellement par le clergé canadien, qui sera employé pour l'enseignement de la philosophie dans certains collèges jusqu'à la fin des années 30. Ce manuel populaire réactualisait la philosophie thomiste à l'aune des réalités contemporaines. Si Lortie réserve une place à la philosophie de Hegel, sa pensée ne se trouve pas comme telle exposée dans son manuel, alors qu'elle y est classée d'emblée comme panthéiste et évolutionniste, deux thèses que condamnent forcément l'autorité pontificale. Au-delà du manuel de Lortie, l'enseignement dans les collèges paraît effectivement avoir été frappé du sceau d'une scolastique réfractaire à la doctrine hegelienne. C'était un aparté ici, il est bon de préciser qu'en effet, pour l'essentiel, au 19e siècle à tout le moins, et au début du 20e siècle, l'enseignement de la philosophie se faisait au collège, donc l'équivalent du secondaire et du cégep au Québec. Alors, on avait 7 ans, on avait quelques années, ça durait assez longtemps, et à la fin, on faisait de la philosophie dans le programme. C'est le cas, donc, exemplaire de l'enseignement du dominicain Amédée Louis Archambault, qui critique le système hegelien dans le cadre d'un cours d'apologétique au couvent dominicain de Saint-Hyacinthe en 1893, 1894 et 1894-1895, donc juste avant le début, juste à la fin du 19e siècle.
en citant l'historien de la philosophie dominicain Zéphirin González, qui affirmait que la pensée hegelienne est au fondement d'un panthéisme grossièrement athée. Archambault reproche donc à Hegel de suivre la ligne des essences et non celle de l'existence. Peut-être qu'Hervé nous expliquera tantôt. Il précise que ce dernier, en posant la question de l'être, expose la raison du monde, soit de l'unité de la structure, de la modalité de tous les êtres, de leur parenté, mais qui n'arrive pas à comprendre l'origine de l'être, se refusant à accepter qu'elle vienne de Dieu. C'est également le cas d'un frère des écoles chrétiennes qui mentionne Hegel en 1905 dans son précis de métaphysique à l'usage des élèves du collège du Mont-Saint-Louis. Il fait du philosophe allemand le premier des positivistes. Selon lui, Hegel est coupable de renverser les principes scolastiques, plaçant le mouvement de l'être et l'être dans le devenir. Ceci en viendrait à évacuer l'acte divin, celui de Dieu qui meut de l'extérieur toute chose en sa présence, alors que la métaphysique se doit d'être, c'est une citation encore, l'auxiliaire indispensable de la théologie. Plus tardif, un autre manuel, celui d'Henri Grenier, édité en 1942, réserve lui aussi une place à Hegel, par où l'on voit qu'Hegel était incontournable. Sous la rubrique métaphysique, qui est une des sections de la philosophie classique, Grenier réfute l'idée selon laquelle l'être se nie dans le non-être, position qu'il attribue à Hegel pour défendre au contraire que seul l'être est réel. Notons que Poincaré, lorsqu'il mentionne son nom, exécute plus qu'il ne commente Hegel, comme on a pu le voir tantôt. Les quelques lignes qu'il lui réserve le conduisent à traiter de pseudo-philosophe et à l'associer à la franche et brutale expression du panthéisme allemand. Bon, il ne s'agit pas là, cependant, de citations tirées de manuels, mais d'une conférence, de la publication assez tardive d'ailleurs, d'une conférence. En marge de l'enseignement doctrinaire se classe un des manuels d'Arthur Robert, son Histoire de la philosophie, dont la première édition parue en 1912, présente le système hegelien de manière relativement impartiale et en discute les différents aspects. Dédié à l'histoire de la philosophie, comme son titre l'indique, cet ouvrage ne remplace pas les manuels de philosophie systématique en usage, mais vise à fournir un complément indispensable à ceux-ci. La deuxième édition de l'Histoire de la philosophie servira d'ailleurs une quinzaine d'années de manuels pour le cours d'histoire de la philosophie des collèges affiliés à l'Université Laval. Près de 5 pages sont consacrées exclusivement à Hegel. Robert, l'auteur, dresse un portrait plutôt positif et surtout reconnaît une place importante à Hegel dans l'histoire de la philosophie. On est moins d'un siècle après le décès de Hegel à ce moment. L'étude des manuels nous révèle donc un changement dans la réception du philosophe. Initialement, si on a eu tendance à faire l'impasse sur la philosophie moderne, en l'assimilant au matérialisme, au panthéisme, à l'idéalisme, aux différents types d'athéisme, philosophie derrière les noms desquelles maintes thèses condamnées par l'Église se profilent. À partir des années 30, comme on le verra, au sein des facultés de philosophie appelées à se développer, l'histoire de la philosophie, donc l'historiographie, l'enseignement de l'histoire, gagne en importance en devenant une matière obligatoire à l'obtention des diplômes de licence et de doctorat. En s'implantant progressivement dans l'enseignement universitaire, cette même matière allait donc favoriser l'étude de la philosophie de Hegel. Merci, Julien. Oui, on ne peut pas dire que Hegel a eu un chemin facile. Hein? Mais justement, est réussi à pénétrer, si vous voulez, la formation universitaire et peut-être à venir toucher les étudiants eux-mêmes. Voici d'ailleurs un petit extrait de la préface de la phénoménologie de l'esprit que Cabeb a présenté comme l'une des œuvres principales de Hegel. Je vous la lis.
il n'est pas difficile de voir au demeurant, et d'ailleurs c'est très actuel, je trouve. En tout cas, moi, ça résonne. On l'entend encore aujourd'hui. Il n'est pas difficile de voir au demeurant que notre époque est une époque de naissance et de passage à une nouvelle période. L'esprit a rompu avec le monde où son existence et sa représentation se tenaient jusqu'alors. Il est sur le point de les faire sombrer dans les profondeurs du passé et dans le travail de sa reconfiguration. Il est vrai que de toute façon, il n'est jamais au repos, mais toujours en train d'accomplir un mouvement de progression continuelle. Mais, de la même manière que chez l'enfant, après une longue nutrition silencieuse, la première bouffée d'air interrompt cette progressivité du processus de simple accroissement. De même qu'il y a donc un saut qualitatif, et que c'est à ce moment-là que l'enfant est né. De même, l'esprit en formation mûrit lentement et silencieusement en direction de sa nouvelle figure, détache morceau après morceau de l'édifice de son monde antérieur. Et seuls quelques symptômes isolés signalent que ce monde est en train de vaciller. La frivolité, ainsi que l'ennui qui s'installe dans ce qui existe. Le pressentiment vague et indéterminé de quelque chose d'inconnu sont les prodromes de ce que quelque chose d'autre est en marche. Je te laisse la parole. Cavé. Oui, merci beaucoup. Prise décontextualisée, le vrai et le tout semble suggérer une identité entre le vrai et le tout. En ce cas, on peut dire le tout et le vrai. Pourtant, la phrase qui suit cette phrase jette doute sur cette interprétation parce qu'elle nous dit le vrai est le tout, mais le tout n'est que l'essence s'achevant par son développement. Bien que la correspondance entre le concept et le réel semble être une des composantes de la pensée de Hegel concernant la vérité, Hegel ne s'arrête pas à ce point. Pour mieux comprendre sa pensée, il faut d'abord distinguer deux conceptions de la vérité ontologique et la vérité épistémologique. En parlant d'un vrai ami, d'un vrai œuvre d'art, d'un vrai fruit, nous parlons de vérité ontologique. Pour un jugement comme cette salle est noire, Hegel utilise le mot richtig en allemand, correct en français. Ici, nous parlons de la vérité épistémologique. Hegel garde le terme pour les choses et les concepts. Il faut aussi distinguer une différence, mentionner une différence, la différence entre la vérité non philosophique et la vérité philosophique. Hegel nous dit que tandis qu'il est exactement vrai que dans le triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, la nature de cette philosophie, d'une telle vérité est complètement différente de la nature des vérités philosophiques. La vérité philosophique, selon lui, ne s'exprime pas dans une seule proposition. Donc, cette présentation est aussi adossée par Hegel. Et cette phrase a besoin de clarification. En parlant des éléments qui forment un tout, on peut parler d'un tout mécanique, par exemple la porte d'une voiture et la voiture. On peut parler des composantes d'un tout chimique, l'oxygène et l'hydrogène sont les composantes d'un tel tout, de l'eau. On peut parler d'un tout organique, les membres de votre corps et vous, et les cellules de chacun de vos membres, et ce membre forment un tel tout. On voit ici un mouvement de parties dans un tout mécanique aux composantes, dans un tout chimique, aux membres d'un tout organique.
Maintenant, il faut clarifier la relation entre le tout et ses composantes, ses constituants, ou la différente lecture de la totalité. Nous avons 3 conceptions de la totalité dans l'histoire de la philosophie. La première priorise le tout sur les éléments, sur les constituants. Le tout est ici plus que la somme de ses constituants. Dans la deuxième, la totalité est considérée comme la somme des éléments, des constituants et des faits plus simples. Ici, on priorise les éléments, les constituants sur le tout. Dans la troisième lecture, la réalité est considérée comme une totalité qui est structurée, qui est toujours en développement et aussi en genèse. Ici, nous voyons une constitution mutuelle du tout et ses constituants. Pour clarifier cette classification un peu abstraite, on peut donner une analogie avec vous et vos cellules. On estime que chacun de vous, chacun de nous, a d'environ 30 000 milliards de cellules. Si vous dites que c'est vous qui déterminez chacune de vos cellules, vous appartenez à la première lecture. Vous êtes plus important et plus déterminant que vos organes, et ceci plus important et déterminant que les cellules. Donc, il semble normal de penser d'une telle manière. Si vous dites, par contre, que chaque cellule détermine vos organes et vos organes vous déterminent, vous appartenez à la deuxième lecture. Ici, votre argument est basé sur le fait que chacun de vous n'est que la somme de vos organes et vos organes, à leur tour, ne sont que la somme totale de vos cellules. Donc, sans vos cellules, vous n'existez pas. Conséquemment, ce sont les cellules qui sont les déterminants. Si vous dites finalement qu'il y a une codétermination entre vous, chacun de vos membres et chacune de vos cellules, vous adoptez une lecture dialectique de la conception de la totalité. Ainsi, chacun de vous détermine chacun de vos membres et vos membres, à leur tour, déterminent vos cellules, mais vous êtes également déterminé par chacun de vos membres et de vos cellules. Autrement dit, avec la mort de chacune de vos cellules, vous perdrez 1 sur 30 000 milliards de vous. Et avec un changement dans vos organes, vos cellules changent aussi. À la base de cette lecture, c'est d'une importance ultime de percevoir et de garder à l'esprit la nature de détermination réflexive. Ainsi, la vérité ontologique de chaque cellule, pour qu'elle soit mûre comme un fruit, et chaque membre est déterminé par la vérité d'autres membres ou cellules en relation avec le tout, qui détermine aussi la vérité du tout, et aussi déterminé par le tout. Ceci réfute 2 points. Le premier est contre les gens qui disent, à la base de cette lecture, la vérité n'existe pas. Selon eux, les gens qui critiquent Hegel, on ne peut jamais atteindre la vérité absolue, car nous sommes toujours loin d'une telle vérité. Notre lecture peut répondre que chaque étape est une actualisation de cette vérité en tant que totalité. Deuxième point, et je dois dire que j'ai ajouté cette discussion grâce à notre collègue Marc. Deuxième point est la réfutation du scepticisme. Il y a sans doute une limite pour chaque actualisation de le vrai, mais ceci n'entraîne pas l'incertitude sceptique. Il entraîne plutôt une modestie de la part des sujets sociaux qui aide à l'actualisation de ce vrai. Nous avons ainsi je me permets de parler de mini-tout et méga-tout. Par exemple, votre corps, c'est un mini-tout, et Marc, tu es un méga-tout. Okay? Nous avons ainsi les mini-tout que constituent mutuellement le méga-tout et sont constitués à leur tour par le méga-tout. Avec chaque actualisation d'un mini-tout, un tout avec les membres en relation dialectique organique, nous nous approchons à l'actualisation du méga-tout. Nous voyons ainsi, au-delà de cette fragmentation apparente des membres, un entrelacement dialectique organique. Vu que l'actualisation de la vérité exige une volonté et une pratique, cette lecture
a une conséquence double. L'unité de la volonté et du savoir d'une part, et l'unité de l'idée pratique et l'idée théorique en tant que deux moments indissociables de la raison d'autre part. Ainsi, la phrase de Hegel trouve la forme suivante. Ça, c'est notre lecture. Le vrai devient le tout. Le vrai doit être le tout. Donc maintenant, je vais vous lire une citation d'un philosophe québécois assez surprenante, hein, où il, lui, vise à critiquer de l'intérieur la dialectique hegelienne. Donc, il y a comme une évolution, là, quand même. Ça date de 1974, hein, et le titre est évocateur, « Le Dieu nouveau ». Donc, Julien pourra nous en parler un peu plus par la suite. Alors, voici la citation. « Nous voilà donc dans une conception qui pose l'irrationnel comme la base. » Il parle de Hegel et de Marx, là. « Le contradictoire devient le pivot du monde. Et un élan orienté avec précision, les dialecticiens hegeliens et marxistes descendent dans le non-sens obscur de la contradiction supposée réalisée. Ils brandissent la logique du mouvement comme une massue dont le poids doit fatalement se faire sentir. Ces théories ont eu des retentissements dans l'histoire, hein, qu'il écrit avec un grand H. Hegel a conçu l'être selon le mouvement dialectique qui comporte trois termes, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Dans l'école hegelienne, on vit s'opposer la droite et la gauche, que c'est divisé entre l'idéalisme et le matérialisme. Il appartenait à Marx de traduire en langage matérialiste des concepts idéalistes. Cette modification de la philosophie hegelienne exprime une tendance vers l'irrationnel, puisqu'à la base de tout, la matière ne se présente pas comme un pouvoir de réflexion. Mais la dialectique qui innerve ce matérialisme est elle-même irrationnelle, puisqu'on y affirme l'identité du oui et du non. Julien. De 1920, on repère des traces de l'enseignement de la philosophie à un niveau universitaire à l'Université Laval de Québec, de philosophie d'Hegel, c'est-à-dire. Bien qu'il n'existe pas de faculté proprement de philosophie au début de la période, la faculté des arts offre un cours d'histoire de la philosophie de 1920 à 1933. C'est le manuel d'Arthur Robert, dont on a parlé il y a un instant, qui est utilisé et dans lequel la philosophie de Hegel est abordée. En 1926, l'Université Laval fonde une école supérieure de philosophie rattachée à la faculté des arts, puis en 1932, suite à la constitution apostolique Deus Scientiarum Dominus, cette école devient un institut pour enfin devenir en bonne et due forme une faculté de philosophie en 1935. Il en va de même à l'Université de Montréal, qui porte ce nom depuis 1920, étant autrefois l'Université Laval à Montréal. La Constitution apostolique de 1931 aura un effet structurant sur le contenu des cours et des programmes de philosophie. Le descriptif des cours de l'Université Laval nous fournit ainsi des indications quant à la présence de Hegel dans le cursus philosophique, sans toutefois nous indiquer la profondeur avec laquelle sont discutées ces thèses. Dès 1926, l'histoire de la philosophie est réintégrée dans l'enseignement universitaire et acquiert donc une place importante aux côtés de la scolastique. C'est d'abord dans le cadre de l'histoire de la philosophie moderne que sera alors abordée et discutée la philosophie hegelienne. Puis, à la fin des années 30, Hegel apparaît au programme d'un cours de logique dispensé par Émile Simard, ainsi que dans un cours portant sur la philosophie de la nature, professé par Charles de Coninck.
Durant les 2 années suivantes, le philosophe allemand devient incontournable, apparaissant dans pratiquement tous les cours préparatoires de licence et de doctorat de philosophie, que ce soit pour les éléments de métaphysique, l'histoire de la philosophie moderne, la logique, la philosophie post-kantienne, l'esthétique, et ainsi que d'autres sujets. En somme, si Hegel n'apparaît pas tellement au programme du baccalauréat, il est depuis 1938 un philosophe inévitable pour les étudiants des cycles supérieurs de l'Université Laval. Les brochures produites par la Faculté de philosophie de l'Université Laval nous montrent d'ailleurs que la philosophie hegelienne est abordée dans de nombreux cours. Ici l'annuaire annuel de la faculté révèle la présence de deux textes pour soit les textes choisis de Hegel et les textes choisis sur la dialectique. Au programme de 1949-1950 figurait également le recueil intitulé Philosophy of Hegel. Il est bon de mentionner, à ce propos, que l'étude de l'allemand était, à cette époque, obligatoire lorsqu'on étudiait en philosophie. Pour ce qui est de la faculté de philosophie de l'Université de Montréal, cette fois, il est important de noter que la faculté, créée dès 1921 par Georges Gautier, le recteur de l'université, ne sera définitivement approuvée qu'en 1936, soit 15 ans plus tard, et que jusqu'en 1942, ne disposant de très peu de moyens, il ne dispensait que des cours du soir. Néanmoins, dès l'année 1944 et jusqu'en 1949, un cours de 3e année dispensé par le professeur Damien Jasmin, un laïc, aborde le panidéalisme et la dialectique idéaliste. La même année, en quoi on reconnaît des termes qui réfèrent à Hegel. La même année, Cislas Forêt enseigne la philosophie moderne de Kant à Bergson, ce qui inclut évidemment Hegel, et donne un autre cours se destinant aux élèves de 3e année. Louis Lachance, dans son cours de morale sociale, traite du communisme et du marxisme de 1944 à 1947. Et s'il doit parler de marxisme, il doit nécessairement aussi introduire à la pensée de Hegel. Nous pouvons également imaginer sans trop de peine que Hegel est abordé dans les cours de Jacques Lavigne, qui connaît bien le philosophe et qui donne un cours d'histoire de la philosophie de 1947 à 1951. Un autre cours de 3e année au programme entre 1953 et 1955 porte, lui, sur Hegel et l'idéalisme absolu. Ce dernier est enfin abordé, c'est-à-dire Hegel, dans le cours de Paul Lacoste, qui est un laïc aussi, comme Jacques Lavigne d'ailleurs, portant sur l'histoire de la philosophie au programme entre 1955 et 1962. Hegel, de son côté, qui est de tradition écossaise en philosophie, n'est pas soumise à l'autorité papale. La structure de l'enseignement de la philosophie n'est par conséquent pas affectée par les encycliques dont on a parlé précédemment, ou plutôt la Constitution apostolique. Toutefois, nous ne disposons pas de toutes les sources sur l'enseignement qui nous permet de remonter à la fondation de la faculté de philosophie de McGill. On sait cependant que John Clark Murray, philosophe écossais d'origine, enseigna à la chaire John Frothingham de philosophie intellectuelle et morale de 1873 à 1903. Or, Clark Murray est reconnu pour être l'un des importateurs de la philosophie hegelienne au Canada. On peut donc croire, sans forcer, que Hegel est enseigné à Montréal à partir dans le dernier quart du 19e siècle à McGill. Il est également significatif de noter que dès l'année 1939-1940, Hegel paraît au programme des cours, que ce soit sur l'histoire de la philosophie moderne, la philosophie de l'histoire, sur la métaphysique et dialectique, et même dans des cours où l'on enseigne Marx, et ce bien avant donc les années 60. Hegel semble alors abondamment discuté dans l'université anglophone.
Des essais révèlent à leur tour la présence de Hegel, des essais comme celui de Lejeune, et montrent que sa pensée est non seulement enseignée, mais discutée. En 1944, Joseph Thomas Ladella, qui enseignait au Québec durant la Seconde Guerre mondiale, fait paraître un livre tiré de son enseignement à l'Université Laval, dans lequel il tâche de montrer l'influence de la philosophie de Hegel sur le nazisme. C'est en vogue à l'époque. Au-delà de l'aspect controversé de son œuvre, l'auteur discute abondamment du philosophe en mettant l'accent sur sa conception du droit et de l'État. Pour Jacques Lavigne, professeur, lui, de philosophie à l'Université de Montréal, comme on a vu, dans un livre tiré de sa thèse de doctorat, la doctrine hegelienne, pour laquelle, je cite, toute transcendance est peu à peu réduite à l'immanence de la conscience, participe de l'athéisme. Lavigne, certes, n'est pas un spécialiste de l'hegelianisme, et il est sans doute intéressant de noter qu'il lit Hegel en français, empruntant la traduction de Jean Hippolyte pour la phénoménologie de l'esprit et celle d'Henri Lefebvre pour les morceaux choisis. Toutefois, bien qu'il se borne à ces quelques textes disponibles en français, sa réflexion est profonde et l'explication de la pensée du philosophe que contient son livre est plus développée que celle offerte par ses contemporains. Lavigne voit dans la pensée hegelienne la figure de la sécularisation arrachant au christianisme l'idée d'un progrès acquis dans l'histoire, tout en conservant sa conception de l'homme, son éthique et même sa théologie. Je cite, la Trinité, l'incarnation, la rédemption, sans en reconnaître la transcendance. Dans son ouvrage, Lavigne aborde de nombreux aspects de la pensée de Hegel qui montrent une lecture attentive. L'idéalisme, la dialectique de l'essence et de l'existence, l'état comme épanouissement de la conscience, et même la conception de Hegel de l'esthétique. Ainsi, la philosophie de Hegel est connue au Québec dès la fin du 19e siècle. On présente et on discute ses thèses dans les manuels destinés à l'enseignement. Si le philosophe allemand est tôt critiqué, on s'intéresse cependant à son système de pensée, en sortant des canons et en explorant en deçà des énoncés d'intention doctrinale. On aperçoit un autre portrait de la philosophie au Québec. Dès le début des années 40, il apparaît ainsi comme un philosophe incontournable. Hegel est alors abordé dans la plupart des cours de cycle supérieur en philosophie. Des philosophes québécois l'étudient et échafaudent en dialogue avec l'œuvre de leur illustre prédécesseur, une œuvre originale. Par exemple, Jacques Lavigne, Bernard Lonergan et André Dagenet, ou plus proche de nous, Michel Freytag. Merci, Julien. En effet, je dois vous dire, moi, j'ai fait le baccalauréat en philosophie ainsi que la maîtrise là, à l'Université Laval, à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Et Hegel est obligatoire dans la formation au bac. Hein. Mais maintenant? Il est toujours. Hein. Moi, j'ai fait ma maîtrise là aussi avec Marie-André Ricard en 2000-2001. Hein. Donc, Hegel a pénétré, on pourrait dire, le corpus universitaire et, comme le dit si bien Julien, est maintenant un incontournable de la formation philosophique au Québec. Hein. Je ne sais pas si on en a beaucoup, si on l'enseigne beaucoup au cégep, Julien, ça serait peut-être un objet de recherche, voir quel cours, y a-t-il des cours sur Hegel qu'il se donne au cégep? Hein? Ça serait... Okay. Bon, je vous lis une petite citation, justement, qui sort des œuvres principales, Science, la logique, phénoménologie des esprits, mais qui est un extrait d'un cours d'esthétique, comme le disait Julien. Hein. On s'est mis à s'intéresser à toute la pensée hegelienne, dont sa pensée esthétique, et je la tire ici de l'introduction. Or, c'est seulement dans cette sienne liberté que le bel art devient l'art véritable, et il ne commence à remplir sa mission la plus haute que lorsqu'il est placé dans la sphère commune qu'il partage avec la religion et la philosophie pour être, et être seulement, une manière spécifique de porter à la conscience et d'expliquer le divin.
les intérêts humains les plus profonds, les vérités les plus englobantes de l'esprit. On dirait bien ici que dans cette citation, le divin, l'intérêt humain, les vérités englobantes sont des synonymes. Qu'avez-vous? Oui. Donc, je vous ai promis à revenir à notre exemple assez trivial. Le vrai et le tout. Notre exemple trivial, c'était le fait qu'un ordine est brisé à ce jour-là. Oui. Et avec les différentes relations que nous avons vues, nous pouvons dire que cet événement a des conséquences mécaniques, parce que chaque objet mécanique en bougeant a une réaction sur son environnement mutuellement. Les conséquences chimiques, parce que la décomposition des composantes de cet ordinateur ne sont pas dans la même situation après le temps qui est brisé. Et aussi les conséquences organiques sur KV, parce que c'est mon ordine qui est tombé, donc je serais triste et déprimé. Et cet événement rend ma rédaction lente. Cela dit, j'aimerais vous présenter un volet un peu plus subtil. Dans cet ordinateur, aussi que dans nos cellulaires, nos iPads et nos caméras, il y a un métal noir nommé coltan. Ce métal vient majoritairement du Congo oriental. Nous le savons peut-être, mais nous ne savons pas peut-être deux choses. Premièrement, vous pouvez peut-être imaginer un instant le salaire minimum quotidien d'un travailleur congolais ou d'une travailleuse congolaise. 7 075 francs congolais, qui est égal à environ 5 $ canadiens par jour. Deuxième chose que nous ne savons peut-être pas est la manière dont ces métaux sont obtenus. Ils sont obtenus à l'aide de milices violentes qui ont tué près de 5 millions de personnes ces dernières années. Ces milices travaillent pour les grands groupes internationaux. Ces investisseurs internationaux qui sillonnent notre monde sont les maîtres actuels de l'espèce humaine. Maintenant, si le peuple de ce pays, Congo oriental, réussit à se débarrasser de ces investisseurs pour avoir un salaire plus proche au salaire minimum au Canada, par exemple, il y aura un impact non seulement sur leur vie, mais aussi sur la nôtre. S'ils veulent avoir, par exemple, le salaire minimum au Canada, disons environ une centaine de dollars canadiens par jour, je devrais dorénavant acheter mon ordinateur 20 fois plus cher que le coltan, parce que le coltan coûte 20 fois plus cher. Nous voyons ainsi non seulement l'interdépendance des membres d'une totalité, mais aussi l'impact d'un changement d'un membre de cette totalité Congo sur un autre membre, Canada, dans la totalité mondiale. Avec ça, je vous suggérerai deux pistes à suivre pour finir ma présentation. En développant sa conception de la vérité, Hegel nous informe qu'il faut traiter les écoles de la philosophie comme les entités ontologiques dont chaque étape dépasse les étapes précédentes. Ce dépassement, cette Aufhebung, en allemand, dont une traduction suggérée par le philosophe québécois Yvan Gauthier est Sursomption, que j'avais l'honneur parce qu'il a été mon directeur de thèse, rend chaque étape plus vraie que l'étape précédente. Cette nouvelle entité sera à son tour dépassée par l'étape qui la suit, comme un bouton, l'exemple de Hegel, qui est disparu à la présence de la fleur. La fleur, à son tour, est disparue en la présence de fruits. En cette disparition apparente, chaque étape est mutuellement nécessaire pour l'étape qui la précède et l'étape qui la suit. Pour adopter cette lecture de Hegel, en finissant cette présentation, nous voyons deux exemples pour réfléchir davantage comme deux pistes à suivre, si vous voulez, deux pistes de réflexion. Le premier se base dans la relation de cette lecture hegelienne et le microcosme. Plus précisément, nous voyons la relation entre la mécanique quantique et la lecture de Hegel présentée ici. Vous pouvez dire que ce que vous avez entendu ici, ça peut être acceptable dans notre monde quotidien. Mais on peut se demander si ce scénario est également acceptable
dans le microcosme. Par exemple, dans notre monde quotidien, il semble que nous pouvons mesurer et déterminer simultanément la position et la vitesse d'un objet, d'une personne. À ce moment, Marc est là, à ce moment il est là, à ce moment il est là, à ce moment il est là. Pourtant, ce n'est pas le cas dans le microcosme. On ne peut pas simultanément déterminer la vitesse et la position d'une particule subatomique. Donc, à cause de cette caractéristique du réel, à ce niveau, il y a une rupture avec notre monde classique qui a cette conséquence qu'on ne peut plus reproduire le résultat de l'expérience. C'est quelque chose de bizarre dans le microcosme. Donc, le défi est la manière dont on peut intégrer la maxime de Hegel, le vrai et le tout, dans cette caractéristique du réel. La deuxième piste à suivre est liée à la relation entre nous, comme les sujets sociaux, et cette totalité. Nous savons de notre lecture ici que le tout est organique et dialectique et se développe incessamment. Mais est-ce que ceci exige une intervention de notre part en tant que sujets sociaux? Hegel ne semble pas soutenir cette thèse. Ainsi, le défi se formule dans la question suivante. Comment peut-on comprendre la relation entre cette maxime de Hegel avec celle de Marx, notamment? On peut lire ça ici sur mon t-shirt dans l'écriture illisible de Hegel et de Marx. C'est Marx lui-même? Oui, c'est son écriture. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Merci de votre attention. Merci, Kavé. Sur cette citation, je dirais, et sur tous les aspects, si vous voulez, ou quelques petits aspects qu'on a essayé de relever aujourd'hui. Hein. On ne vous a pas donné un cours sur Hegel, mais on a plutôt tenté d'éveiller en vous peut-être le désir de le lire, mais surtout de comprendre que la pensée hegelienne, c'est un immense système, et puis que c'est un penseur de la réalité humaine, dans toutes ses dimensions. Et que ça vieillit pas, on pourrait dire Hegel. On pourrait dire que Hegel est, en ce sens-là, toujours vivant par sa pensée. Exact. Même après 250. Même après 250. Mais c'est pas beaucoup, hein. Platon en a plus que ça. Mais quand même, c'est sur le bon chemin, parce qu'on voit, hein, je te donnerai le mot de la fin, Julien, là-dessus, on voit que la pensée hegelienne, aujourd'hui, elle est toujours présente. Et Kavev est un étudiant qui travaille sur Hegel. Je l'ai été, ou on l'est toujours un peu. Je pense qu'en penses-tu? Et y a-t-il un élan, une renaissance de Hegel au Québec, Julien? Renaissance. On va peut-être la créer. Peut-être, oui, voilà, on va avoir une génération d'Hegeliens qui va sortir d'Édouard Monti. Écoute, depuis les années 60, avec la professionnalisation laïque des études universitaires, on a vu le développement la multiplication de mémoires et de thèses graduellement sur Hegel, et des étudiants qui ont fait le voyage, qui sont allés en Allemagne, qui sont revenus ici, et qui sont devenus professeurs. Et puis, en effet, depuis les années 2000, il y a eu une augmentation accrue du nombre de thèses et mémoires qui sont faites sur son œuvre, sur un aspect ou l'autre de son œuvre. Mais comme d'ailleurs, la philosophie en général, je sais que le nombre d'inscrits dans les facultés de philosophie, du moins jusqu'en 2015, là, je n'ai pas les dernières années, mais était en constante progression. Et alors, Hegel, qui fait partie des grandes figures de la pensée occidentale, désormais, est aussi étudié. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci, Kavev. Merci, Julien, d'avoir fait ce petit entretien sur Hegel. Merci à la chaire de philosophie UNESCO d'avoir encore participé avec nous à souligner cette journée spéciale. Hein.
qui est mondial. Exact. Le vrai et le tout, ça me revient en tête. Là. Alors, et puis moi, je vous dis à l'année prochaine.